L'histoire commence avec Sakura Koji, une fille gâtée, pathétique et répugnante, voyageant seule dans un bus à minuit. Ses pensées sur la façon de mettre fin à la vie de ses professeurs misérables sont interrompues lorsqu'elle aperçoit un Jigecha Ultra Instinct Goku au loin depuis sa fenêtre. Il semblait que ce type bizarre et sexy brûlait des gens vivants avec une flamme bleue. Choquée par cela, la jeune fille arrête immédiatement le bus et court après cette vision inhabituelle. Cependant, à sa grande surprise, elle ne trouve rien sur place à son arrivée. Le policier local pense également que Sakura a trop bu après avoir été larguée par son petit ami. Le lendemain matin, notre Sakura se pavane devant des novices avec ses talents d'arts martiaux enflammés au dojo. Elle se rend ensuite à son école où, de toute évidence, elle est le béguin de tout le monde et est populaire pour être une championne dans tous les domaines. Sakura rencontre ensuite sa meilleure amie Aoba, une blonde timide mais jolie. Après ça, elle salue toutes les deux leur professeur, Mademoiselle Kanda. Mademoiselle Kanda les présente, puis présente à toute la classe un nouvel élève transféré nommé Ogami Ray. Toutes les autres filles bavent devant ce nouvel élève canon. Mais Sakura a autre chose en tête. Après l'avoir regardé fixement pendant quelques minutes, Sakura réalise que c'est le même type qu'elle a vu hier soir en train de faire un barbecue avec des passants. Après la fin du cours, Sakura va directement voir Ogami et lui dit qu'elle souhaite lui parler en privé. Alors que notre fille est en mode FBI, ses camarades de classe idiots pensent qu'elle le demande en mariage. Tous les élèves bruyants se rassemblent près de l'endroit où les deux discutent, sans avoir la moindre idée de ce dont il s'agit réellement. Pendant ce temps, Sakura confronte Ogami et l'accuse d'avoir blessé des gens la nuit précédente. Pour prouver ce qu'elle avance, Sakura lui demande d'enlever son gant, ce qui révélerait ses cicatrices de brûlure. Étonnamment, Ogami a l'air très nonchalant face à tout ça. Il enlève immédiatement son gant et révèle sa main impeccable, ce qui choque Sakura. Elle est gênée devant lui et s'excuse pour ses soupçons. Heureusement, Ogami n'en fait pas toute une histoire et s'en va avec un sourire aux lèvres. À ce moment-là, même Sakura commence à penser que l'alcool l'a vraiment affectée la nuit dernière. Pendant ce temps, toute l'école a l'impression que leur fille préférée s'est fait des amis. C'est pourquoi Ogami est partie. Même Sakura semble apprécier la quatrième histoire. C'est pourquoi elle n'essaie pas de les convaincre du contraire. Après cela, les soupçons de Sakura à propos d'Ogami persistent, car elle pense qu'il lui cache encore quelque chose. Pour cette raison, Sakura commence à le traquer partout et surveille toutes ses activités. Mais cette version Sherlock bon marché de Sakura s'est avérée très effrayante, faisant croire à tout le monde qu'elle est obsédée par le garçon. Sakura se rend ensuite au même endroit un soir de plus, là où elle pense avoir vu Ogami brûler des gens. Elle se demande sans cesse si ce qu'elle a vu s'est réellement produit ou non. Elle est ensuite approchée par un mignon chien blanc qu'elle nourrit régulièrement. Comme d'habitude, Sakura lui donne de la nourriture. Mais après avoir mangé, le chien court immédiatement vers quelqu'un au loin. Cette personne n'est autre qu'Ogami. Sakura est surprise de voir que même si le chien n'aime pas beaucoup les gens, elle semble bien s'entendre avec Ogami. Cela donne à Sakura l'impression qu'Ogami n'est peut-être pas aussi mauvais qu'elle le pensait. Après cela, Sakura raconte à Ogami que le maître du chien était un sans-abri qui a été tué par un groupe de voyous appelé G. Falcon. Les deux discutent un peu puis s'en vont. La scène se déplace au bureau du premier ministre qui est vu en train de parler à son assistant du placement d'Ogami dans une certaine école. Cela implique qu'il y a encore beaucoup de choses qu'Ogami cache. Le lendemain matin, Aoba invite Ogami à passer du temps avec elle et Sakura, mais il s'excuse en disant qu'il est pris par son travail. Quand on lui demande ce qu'il fait, Ogami répond qu'il est éboueur. Après cela, il reçoit un appel concernant son travail du jour, mais il y répond en secret avec une expression sombre sur son visage. Au téléphone, on demande à Ogami ce qu'il compte faire de Sakura, ce à quoi il répond qu'il va l'éliminer. La nuit tombe et Sakura va nourrir le chien qui semble inhabituellement effrayé. Au loin, Sakura remarque des motards en train de tabasser un clochard. Voyant cela, la Wonder Woman qui sommeille en Sakura se réveille et elle affronte directement les voyous, leur disant qu'elle a appelé la police. En entendant cela, les voyous se mettent à rire comme s'ils possédaient de la ville. C'est à ce moment-là que Sakura remarque les tatouages distinctifs du gang et réalise qu'il s'agit des G. Falcon. Ils disent à Sakura que certains de leurs hommes ont disparu au même endroit il y a quelques nuits. Cela fait tilt dans la tête de Sakura, qui commence à relier les points.
Elle réalise lentement que ses suppositions sur Ogami étaient vraies, car les J-Falcon parlent des personnes que Sakura a vues brûler vives par Ogami. Maintenant que le cerveau de la jeune fille fonctionne à plein régime, elle commence à tabasser les voyous avec ses incroyables compétences en arts martiaux. Cependant, son élan est brusquement interrompu lorsqu'elle est électrocutée par l'un des voyous. Reprenant le contrôle de la situation, les J-Falcon commencent à rouer Sakura de coups. La scène lui rappelle le combat de Vittel contre Ispopovitch. Cependant, le chien surgit soudainement alors qu'elle essaie de sauver Sakura. Mais la pauvre bête est maîtrisée par l'horrible J-Falcon qui la frappe à plusieurs reprises comme un ballon de foot. Le chien gît, impuissant, ses os et ses organes lui faisant atrocement mal. Soudain, Ogami entre en scène, sorti de nulle part. Il s'approche du chien et essaie de le réconforter, mais réalise qu'il est sur le point de mourir. Au lieu d'emmener le chien à l'hôpital, Ogami fait l'inattendu, il lui tord le cou pour lui offrir une mort rapide et sans douleur. Cela stupéfait Sakura qui n'en croit pas ses yeux. Après cela, Ogami se tourne vers l'un des gars de J-Falcon qui a initié l'attaque contre le chien. Le sauvage Ogami pose sa main sur le visage du voyou et le brûle littéralement vif en quelques secondes. La scène effraie tous ceux qui l'ont vu, et il y a un silence complet pendant quelques secondes. Après cela, Ogami se tourne vers le reste du J-Falcon et leur demande s'ils veulent se rendre ou subir le même sort que leur ami. Le groupe charge alors Ogami de toutes ses forces. Après quoi, Ogami élimine tous les voyous un par un. En quelques instants, il ne restait plus aucune trace du J-Falcon. Sakura regarde toute la scène se dérouler avec incrédulité, mais est soudainement approchée par Ogami qui lui dit que c'est son tour, et pose sa paume sur son visage. Après s'être réveillée le lendemain matin, Sakura se retrouve saine et sauve chez elle avec sa mère et son père. Son père, visiblement soulagé de l'avoir réveillée, lui dit à quel point il était inquiet de sa longue absence, surtout qu'elle était inconsciente lorsque Daisuke l'a trouvée au portail. Cette situation inattendue avait profondément inquiété sa famille pour son bien-être. Déterminée à découvrir ce qui s'est réellement passé, Sakura retourne sur le terrain où elle avait vu Ogami affronter des membres du gang des J-Falcon. À sa grande surprise, il n'y a aucune trace de cendre ni aucune preuve de l'affrontement enflammé dont elle se souvient si clairement. C'est comme si tout l'événement avait été effacé. De retour à l'école, Sakura se sent mal à l'aise lorsqu'elle entre dans sa classe et voit Ogami déjà là. Sakura regarde constamment par-dessus son épaule, l'esprit rempli d'inquiétude concernant sa sécurité. Elle n'arrive pas à se débarrasser de la peur que la personne qui a essayé de lui faire du mal puisse encore être une menace, surtout si elle pense qu'elle connaît son secret. Après avoir évité Ogami à plusieurs reprises, Sakura trouve finalement le courage de le confronter au sujet des événements troublants de la veille. Elle est déterminée à découvrir la vérité et à assurer sa propre sécurité. Cela la pousse à chercher des réponses auprès de ce personnage mystérieux qui est soudainement devenu une telle épine dans le pied dans sa vie. Pendant ce temps, dans un supermarché bondé, un jeune garçon attire l'attention de tous en rassemblant un grand nombre de jouets. Il affirme avec enthousiasme que ces jouets sont des Nyanmaru provenant d'une machine mystérieuse, laissant ceux qui l'entourent à la fois curieux et déconcertés par son comportement bizarre. Alors que le garçon quitte le magasin, il reçoit une mission. Le message s'adresse à lui en tant que décodeur 310.Nuki et lui ordonne d'éliminer une cible. Sakura, toujours concentrée sur la recherche de la vérité sur l'incident violent de la veille, parvient à confronter Ogami dans un lieu public. Elle l'interroge sur les personnes qu'il a tuées, exprime ses inquiétudes et lui demande s'il regrette ce qu'il a fait. La réponse d'Ogami est d'un calme effrayant. Il explique qu'il les a tués parce qu'il les considère comme inutiles et qu'il estime qu'ils n'ont pas leur place parmi les autres. Sakura l'exhorte à réfléchir aux conséquences de ses actes, insistant sur le fait qu'il n'est pas de son ressort de rendre la justice. Ogami, cependant, répond aux supplications de Sakura avec froideur et un sentiment de supériorité. Il affirme avec assurance qu'il est Batman, hors de portée de la loi, se considérant comme quelqu'un qui opère en dehors de ses limites. Selon Ogami, la loi ne peut pas le juger parce qu'il existe en dehors de ses frontières. Il insiste sur le fait qu'il est de son devoir personnel de rendre sa propre forme de justice, ce que la loi ne peut offrir. Ce faisant, Ogami s'identifie comme un briseur de code, une personne qui vit dans un monde où les règles et les limites habituelles de la société ne s'appliquent plus.
Voilà assurément un nouveau pronom à ajouter à notre liste. Son affirmation d'être au-dessus du cadre de la loi ne fait qu'ajouter à la nature troublante de son personnage. Laissant Sakura encore plus perplexe, Sakura avertit Ogami que s'il continue à tuer, elle continuera à le suivre pour empêcher tout nouveau mal, mais Ogami répond par un rire étrange, puis se dirige vers un immeuble en verre à proximité. D'un simple contact, il brise la vitre en d'innombrables morceaux. Dans un dernier avertissement menaçant, il dit à Sakura que si elle parle de lui à qui que ce soit, il la tuera en premier, ainsi que tous ceux à qui elle en parlera, où que ce soit et à n'importe quel moment. Il lui fait comprendre qu'elle ne peut pas l'arrêter. La rencontre laisse Sakura sous le choc et la peur. Sakura, profondément bouleversée par sa rencontre avec Ogami, rentre chez elle et s'allonge dans son lit, incapable de cesser de penser à ce qu'il a dit. Ses paroles glaçantes et ses pouvoirs irrésistibles pèsent lourdement sur son esprit. Pendant ce temps, Ogami marche sur un pont lorsqu'il reçoit un appel lui demandant s'il a éliminé Sakura. La réponse d'Ogami est inattendue. Il décrit Sakura comme une espèce rare et dit qu'elle ne brûlera pas, même par son propre feu. Pour cette raison, il a décidé de ne pas la tuer à nouveau, laissant la situation enveloppée d'incertitude. Un matin, alors que Sakura se prépare pour l'école, elle est surprise de trouver Ogami qui l'attend patiemment à sa porte. Son arrivée inattendue soulève des questions sur ses intentions. Ne semblant pas le moins du monde perturbé, Ogami se prépare à l'accompagner à l'école. Quand Sakura arrive, elle est une fois de plus accueillie par un casier rempli de lettres d'amour de ses camarades de classe ringards. Andrew Tate serait sûrement agacé par le comportement de ses soumis. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau rebondissement. Sakura dit à Aoba qu'elle a choisi d'aller à l'école avec Ogami tous les jours. Cette nouvelle apporte un changement intéressant à la routine quotidienne de Sakura et pique la curiosité de ses camarades de classe. Aoba est sincèrement heureuse pour Sakura, pensant qu'elle a peut-être enfin trouvé l'amour. Aoba, lui, offre ses meilleurs vœux, encourageant Sakura à chérir sa nouvelle proximité avec Ogami et demandant à Ogami de bien prendre soin d'elle. Les Wa ne savent toujours pas que Sakura a dit ça parce qu'elle veut surveiller Ogami à chaque instant. Soudain, un camarade de classe essaie d'attaquer Ogami par derrière, jaloux qu'il ait volé Sakura. Sans hésiter, Sakura se place devant Ogami, signalant que quiconque veut lui faire du mal devra d'abord passer par elle. La seule raison pour laquelle Sakura fait ça, c'est parce qu'elle est certaine que le gamin se ferait griller s'il embêtait Ogami ne serait-ce qu'un peu plus. Alors qu'ils marchent ensemble, ils croisent Fujiwara, une des cadettes de Sakura, qui semble très excitée de la voir. Ogami, cependant, remarque quelque chose dans les yeux de Fujiwara et pose presque instinctivement sa main sur sa tête, laissant entendre une connexion plus profonde ou une histoire partagée qui n'a pas encore été révélée. Plus tard, Ogami attend sur le toit de l'école et reçoit un appel lui demandant d'éliminer certaines personnes. Après avoir raccroché, il voit Sakura s'approcher. Dans un geste surprenant et doux, Ogami lui offre un chiot. On découvre que le chiot est du même chien qu'il a dû abattre face à G-Falcon. Sakura décide avec joie de le prendre sous sa protection. Après cela, Sakura décide de suivre Ogami jusqu'à l'endroit où il doit trouver ses cibles. Mais alors qu'ils approchent dans des lieux, Sakura ressent un malaise grandissant. Elle remarque la présence de policiers qui se mêlent aux personnes qu'ils sont censés arrêter. Choquée et consternée, Sakura regarde la police collaborer de manière inattendue avec les criminels qu'elle était censée éliminer. Sans hésitation, Ogami passe rapidement à l'action, brûlant tous les criminels et ne laissant personne en vie. Témoin de cet acte impitoyable, Sakura confronte Ogami, exprimant son choc et son désaccord avec ses méthodes. Elle insiste sur le fait qu'il ne peut pas tuer des gens à volonté et qu'il doit y avoir une manière plus humaine de gérer la situation. En réponse, Ogami défend ses actions, disant à Sakura que ses mots ne peuvent ni atteindre ni changer ces gens et que parfois, la seule façon de les gérer est d'utiliser ces méthodes brutales. Les différences de morale et d'éthique entre Sakura et Ogami sont très claires à ce stade. Sakura essaie de comprendre Ogami, le serre dans ses bras et dit qu'elle comprend pourquoi il se bat. Mais Ogami, ferme dans ses convictions, la repousse et la frappe à l'estomac, la faisant s'évanouir. Ogami se lance ensuite à la poursuite du policier corrompu qui aidait les personnes qu'il a abattues plus tôt. Il s'engage dans une course-poursuite en voiture, et Ogami essaie d'utiliser ses pouvoirs pour brûler la voiture du policier.
La situation prend cependant une tournure inattendue lorsqu'un hélicoptère apparaît soudainement et qu'un autre décodeur, Toki, en sort. Toki fait exploser la voiture de l'officier, tandis qu'Ogami s'échappe de justesse en sautant du véhicule. Après cela, Toki salue Ogami et il semble qu'ils se connaissent bien au sein du groupe de décision le plus élevé, connu sous le nom d'Eden. Des personnes dotées de pouvoirs dépassant les capacités humaines normales sont chargées d'utiliser leurs compétences uniques pour éliminer les forces du mal qui menacent la Terre. Parmi eux se trouve Ogami, un décodeur notable identifié comme Code 6. Même s'il est le plus récent membre de ce groupe insolent, Ogami a prouvé sa valeur en menant à bien chaque mission qui lui a été confiée. Il a fait preuve non seulement de ses compétences, mais aussi d'une croissance significative, gagnant sa place comme un égal parmi les 5 meilleurs codes. Maintenant, dans un moment rempli d'anticipation et de mystère, l'un des juges respectés s'avance pour révéler pourquoi Ogami a été convoqué. Il devient clair qu'ils ont une mission spéciale en tête pour lui, une mission qui requiert toutes ses capacités extraordinaires. La cible de cette mission secrète est Tabata Shidru, un politicien bien connu. Son image apparaît instantanément sur le téléphone d'Ogami, soulignant la gravité de la tâche. Cependant, ce qui attire l'attention d'Ogami, c'est le lien mystérieux entre ce politicien et quelqu'un du nom de Hitomi, d'un ton grave. Les juges expliquent que le travail d'Ogami est bien plus que se débarrasser d'un rival politique. Il s'agit de naviguer dans le réseau complexe des relations et des alliances dans ce monde secret. Découvrir tout lien possible entre Tabata Shidru et Hitomi est un élément clé de cette tâche complexe. Dans un geste audacieux, Ogami décide de faire à nouveau appel à son côté psycho. Il vole vers les juges, libérant un puissant brasier qui les encercle. Cet acte, qui a fait trembler les juges, est un message fort, il ne sera pas traité comme un simple outil. Il exige le droit de choisir s'il acceptera la mission ou non. Pendant ce temps, Sakura se retrouve empêtrée dans sa propre situation compliquée. On la voit souvent traîner devant le portail, ce qui inquiète ses parents. Quand ils l'interrogent à ce sujet, elle dit d'abord qu'elle doit dormir dehors dans le cadre de son nouvel entraînement au club d'alpinisme. Mais elle se rend vite compte que ses parents savent quand elle. Surtout quand il s'agit de quelqu'un d'autre. Alors qu'elle s'apprête à quitter la maison, Sakura est surprise de voir Toki, un jeune homme aux cheveux blonds brillants, debout là où Ogami l'attend habituellement. Il la salue avec un chaleureux, mais inquiétant. « Bonjour ». Toujours perplexe, elle lui demande qui il est, curieuse de cette rencontre inattendue. Il lui dit alors qu'il est là pour la récupérer à la place d'Ogami. Pendant leur trajet, il partage des nouvelles troublantes avec Sakura. Il explique qu'Ogami a fait de grosses erreurs la veille, c'est pourquoi il n'a pas pu venir. Toki, qui se présente comme Code 4, mentionne qu'Ogami, qui est Code 6, doit être surveillé de près. La curiosité de Sakura concernant l'endroit où se trouve Ogami prend le dessus. Alors, elle demande à Toki où il pourrait être en ce moment. Toki répond en disant qu'Ogami vient probablement de se faire sévèrement gronder par ses supérieurs et qu'il est peut-être sur le point de pleurer. Dès que Sakura entend ça, ses yeux se remplissent de larmes et elle se met à pleurer pour Ogami. Toki essaie alors de consoler Sakura, lui promettant de lui donner toutes les informations dont elle a besoin sur lui. Sakura précise que ce qu'elle veut vraiment d'Ogami, c'est qu'il arrête son travail d'élimination de personnes. Toujours avec Sakura, Toki dit qu'il a quelque chose d'important à partager qui implique à la fois Ogami et elle, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Ogami apparaît soudainement et donne un coup de pied à Toki. Rapide et agile, Toki esquive facilement le coup de pied. Ogami se place devant Sakura, lui disant de ne pas écouter ce qu'il considère comme les paroles vides de Toki. Il se tourne ensuite vers Toki, lui demandant pourquoi il est apparu à l'improviste. Toki dit à Ogami que ses supérieurs s'inquiètent de la mission qui lui a été confiée pour ce soir. C'est pourquoi Toki a été envoyé pour l'aider. Cependant, le but principal de Toki est de lui faire comprendre clairement qu'Ogami ne doit pas participer à la mission aujourd'hui. Ogami répond en disant à Toki de se concentrer sur sa propre santé plutôt que de s'inquiéter pour lui. La situation s'envenime et la frustration de Toki éclate. Les deux psychopathes finissent par se battre violemment. Sakura intervient et essaie de les arrêter. Alors qu'elle se tient entre eux, elle remarque que les yeux de Toki ressemblent beaucoup à ceux de Fujiwara, ce qui éveille ses doutes quant à leur possible lien. Après le départ de Toki, Sakura et Ogami continuent leur chemin vers l'école. La curiosité de Sakura prend le dessus et elle commence à interroger Ogami sur Toki.
Ogami la prévient que Toki n'est pas digne de confiance et lui conseille de ne pas croire tout ce qu'il dit. En classe, pendant que le professeur enseigne, le regard de Sakura dérive vers la fenêtre, où elle aperçoit Toki. Elle dit rapidement au professeur qu'elle ne se sent pas bien et demande à aller à l'infirmerie. Au lieu d'aller à l'infirmerie, elle décide d'interroger Toki sur la raison de sa présence dans son école. Toki dit qu'il est juste là pour explorer l'école, mais avant qu'il ne puisse en discuter davantage, Ogami intervient, accusant Toki de fouiner. Leur conversation est interrompue lorsqu'un professeur voit Toki dans un uniforme scolaire différent et s'enquiert de sa présence. Toki explique qu'il est un nouvel élève en visite scolaire et le professeur l'emmène dans la classe pour le présenter à tout le monde, y compris Sakura et Ogami, à l'heure du déjeuner. Sakura profite de l'occasion pour demander à Toki comment elle peut empêcher Ogami de mener à bien ses dangereuses missions. Toki explique que les Codebreakers ont des objectifs clairs et qu'ils gèrent ou éliminent les menaces en fonction des ordres de leurs supérieurs. Plus tard, après l'école, Sakura suit discrètement Ogami pour l'interroger sur le lien entre Fujiwara et Toki. Ogami répond de manière vague, en disant que les Codebreakers n'existent pratiquement pas et que si Toki avait une famille auparavant, leur souvenir du Codebreaker serait effacé. La nuit tombée, ils arrivent à l'endroit prévu pour l'opération. Toki utilise ses pouvoirs magnétiques pour ouvrir une porte et désactiver le système d'alarme. Sakura est émerveillée par la capacité spéciale de Toki. Cependant, leur mission prend une tournure inattendue lorsqu'un groupe de personnes dotées de pouvoirs spéciaux, différents de ceux des décodeurs, apparaît et commence à se battre avec Toki et Ogami. Au milieu de cette bataille intense, les packs d'énergie de l'adversaire, essentiels pour alimenter leur capacité spéciale, s'épuisent en quelques minutes seulement. Face à ce problème, ils se retirent rapidement, attribuant cet échec à une expérience ratée. Toki explique que le gouvernement mène une série d'expériences visant à créer des personnes dotées de capacités surhumaines similaires à celles des décodeurs. La personne en charge de ces expériences, Me Tabata, un haut fonctionnaire du gouvernement, se trouve être leur ennemi aujourd'hui. Même si l'assistant de Me Tabata l'alerte de la présence des décodeurs dans le bâtiment, il reste ferme, refusant de les laisser interférer avec son expérience en cours. Alors qu'Ogami, Toki et Sakura se dirigent vers leur cible. Toki révèle quelque chose de choquant à Sakura. Il lui dit que leur travail est également lié au gouvernement, plus précisément au Premier ministre. Sakura est stupéfaite par cette nouvelle. L'idée que le Premier ministre soit impliqué dans leur situation la sidère. Lorsque Sakura finit par ouvrir la porte de la salle d'expérimentation, elle est bouleversée par une scène déchirante. La pièce est remplie d'enfants qui semblent avoir été enlevés de la rue, leur vie bouleversée alors qu'ils deviennent des sujets pour ces expériences cruelles. Alors qu'elle s'avance dans la pièce, la personne derrière ses actions, Tabata, fait son apparition. Toki s'adresse immédiatement à lui, rappelant à Tabata les avertissements précédents d'Eden concernant le trafic d'organes humains. Pourtant, Tabata reste impassible et balaie leurs inquiétudes, disant que ce n'est pas leur problème, ajoutant à la tension. Les deux personnes qui avaient précédemment confronté les briseurs de code à l'entrée du bâtiment arrivent de maintenant sur les lieux. Ils affirment que leurs actions sont destinées à aider les gens, insistant sur le fait que les enfants ayant des pouvoirs spéciaux limités sont pratiquement inutiles, et que l'utilisation de leurs organes à d'autres fins est le moyen le plus efficace d'utiliser leur potentiel. Cette déclaration controversée déclenche un conflit entre les groupes. Pour appuyer leur position, les gardes de Tabata ont rechargé leur pack d'énergie. L'un d'eux peut contrôler l'eau, tandis que l'autre peut transformer les choses en pierres solides. Alors que la bataille s'intensifie, la pièce se transforme en une scène chaotique, avec différentes compétences pleinement déployées. Au milieu du chaos, Toki décide de s'éloigner de son adversaire, espérant éviter le combat, mais il retombe sur les ennemis à l'avant et déclare fermement qu'ils ne s'en sortiront pas. Sakura dit discrètement à Toki un détail important: la source du pouvoir de l'ennemi se trouve dans un sac que l'un des hommes transporte. Elle suggère que s'ils peuvent prendre ou détruire ce sac, ils pourraient obtenir un avantage dans la bataille. Suivant le conseil de Sakura, Toki saisit le sac et découvre avec horreur qu'il contient de jeunes enfants, source du pouvoir de l'ennemi. Dans un revirement de situation choquant, ils sont confrontés à un dilemme moral difficile et doivent agir rapidement. Suivant les souhaits des enfants, ils décident d'éliminer les deux ennemis.
Les deux gardes étant hors d'état de nuire, il ne reste plus que M. Tabata, alors qu'il tente de s'échapper désespérément. Toki l'attrape et insiste pour qu'Ogami termine le travail. Ogami, prêt à utiliser ses pouvoirs de feu, est sur le point de transformer M. Tabata en barbecue. Mais à ce moment crucial, la fille de M. Tabata, qui est en fauteuil roulant, arrive à l'improviste. Elle demande à son père, qui est maintenu contre le mur, qui sont Sakura, Toki et Ogami, les intrus selon elle. Dans son moment de désespoir, M. Tabata révèle que toutes ses actions avaient pour but de trouver l'organe adéquat pour sa fille. Il explique que l'hôpital ne pouvait pas fournir la transplantation nécessaire assez rapidement pour sa fille. Alors, il a agi en urgence pour lui sauver la vie. Alors que Sakura supplie Ogami d'épargner M. Tabata, l'homme commence à comprendre la gravité de ses actes. Se sentant désolé de ce qu'il a fait, il demande à Sakura de veiller sur sa fille pendant qu'il accepte sa fin tragique, laissant Ogami le brûler. Au même moment, M. Tsuno, le secrétaire de Tabata, pense avoir échappé de peu à la mort et s'éloigne de quelques pâtés de maison du bâtiment. Cependant, Toki le rattrape rapidement, déterminé à découvrir qui soutenait le projet maléfique de Tabata. Face à la pression de révéler cette information cruciale, M. Tsuno prend une décision tragique. Il pointe une arme sur sa propre tête et appuie sur la détente, mettant fin à sa vie avant de pouvoir révéler des secrets. Dans la scène suivante, le journal télévisé annonce le décès de M. Tabata, dont la cause est encore inconnue. Diverses rumeurs et théories circulent, certaines suggérant qu'il s'agit d'un tragique incident lié au fait de fumer au lit. Pendant ce temps, Toki se trouve au bureau du Premier ministre. Le Premier ministre a l'air ravi de voir Toki, et ils échangent des salutations. Cependant, Toki se montre froid comme la glace et laisse entendre un lien possible entre le Premier ministre et les centres de recherche. On découvre alors que le Premier ministre est en fait le père de Toki, mais Toki semble détester son père de l'avoir transformé en un obscur déchiffreur de code. Pendant ce temps, Ogami et Sakura marchent dans la rue. Sakura étant accrochée à un article de journal sur la mort mystérieuse de M. Tabata. Un inconnu s'arrête soudainement à côté d'eux, demandant un peu d'intimité, signalant une conversation importante qui pourrait affecter leur vie. La femme, qui était déguisée en homme, s'écarte. Elle exprime ensuite à Ogami les inquiétudes d'Eden concernant son choix d'emmener Sakura chez M. Tabata pendant la mission qui a entraîné sa mort. Selon la femme, cela a non seulement mis Sakura en grave danger, mais a également soulevé des questions sur sa valeur et son potentiel aux yeux d'Eden. Elle a révélé que la nouvelle directive d'Eden était de protéger Sakura à tout prix, car elle était considérée comme une espèce rare, et peut-être une figure cruciale dans leur plan futur. Plus tard, sur le terrain de l'école, alors qu'ils se rendaient en classe, Sakura a suggéré à Ogami qu'il devrait essayer de se faire plus d'amis pour profiter de sa vie scolaire forcée. La réaction d'Ogami s'est démarquée. Il a clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé à participer à des activités ou à nouer des relations qui ne l'aidaient pas à atteindre ses objectifs. Il a souligné que les Codebreakers n'étaient pas ses amis, mais des collègues avec des intérêts similaires, montrant à quel point il prend son rôle et sa mission au sérieux. Quand Ogami arrive à l'école, ses camarades de classe, menés par Aoba en tant que délégué de classe, organisent une fête de bienvenue pour lui. Pendant l'événement, les élèves proposent diverses activités qu'ils veulent faire avec Ogami tout au long de l'année, lui offrant leur amitié. Ogami, cependant, n'a évidemment aucun intérêt pour toutes ces conneries. Plus tard ce soir-là, Ogami parcourt les messages de ses camarades de classe qui veulent se lier d'amitié avec lui. À la surprise de Sakura, il brûle les messages, expliquant qu'il n'aime pas laisser de traces physiques et préfère mémoriser ce qu'il disait. Il mentionne également qu'il n'est pas prêt pour une quelconque amitié pour le moment. Après cela, nous voyons Toki rentrer chez lui lorsqu'il souffre soudainement d'un grave problème cardiaque qui menace sa vie. Pendant ce temps, Yuki Hina et Hitomi, tous deux anciens Codebreakers connus sous les noms de Code Zero et Code 1, se sont retournés contre leurs anciens alliés. Ils rassemblent leurs propres forces, en recrutant des agents qui ont disparu sous les ordres du Premier ministre. Ces événements laissent présager un nouveau conflit complexe dans le monde des Codebreakers, un conflit qui pourrait avoir de graves conséquences. À la tombée de la nuit, Sakura et Ogami se retrouvent sur le toit de l'école, enfermés dans une confrontation tendue. Les forces d'Hitomi attaquent l'école et avancent vers le portail où se tiennent Ogami et Sakura.
Ses assaillants, contrôlés par Hitomi, sont d'étranges cadavres réanimés de ceux qu'il a tués. Alors qu'Ogami combat certains de ses agents morts-vivants, Sakura exprime son inquiétude, désapprouvant la façon dont il les traite. Ogami répond qu'ils sont déjà morts et que seul Hitomi a le pouvoir de les ramener à la vie. La situation devient critique alors qu'Ogami commence à faiblir face à l'attaque incessante de l'armée de morts-vivants d'Hitomi. Juste à temps, Mademoiselle Kenda intervient, utilisant ses armes pour abattre certains des agents réanimés, donnant à Ogami un bref moment pour récupérer. Cette pause lui permet de poursuivre un groupe de ses agents qui sont entrés dans l'école, se dirigeant vers leur salle de classe. Après une longue lutte, Yuki et les autres Codebreakers arrivent pour soutenir Ogami dans la bataille en cours. Le combat s'intensifie alors qu'ils unissent de leurs forces pour faire face à la menace imminente d'Hitomi et de son armée de morts-vivants. Après avoir vaincu avec succès les agents réanimés d'Hitomi, ils déplacent prudemment un Ogami affaibli dans l'une des salles de classe. Après cela, Mademoiselle Kenda prend un moment pour expliquer qu'Ogami a beaucoup utilisé ses capacités spéciales ces derniers temps, ce qui l'a affaibli. Elle rassure Sakura en lui disant que c'est courant pour les personnes ayant des capacités spéciales, et lui assure qu'Ogami se rétablira complètement en une journée, ce qui la soulage. Intriguée par les actes héroïques de Mademoiselle Kanda, Sakura en parle à Heike et Yuki. Elle exprime sa surprise de découvrir que Mademoiselle Kenda est aussi une Codebreaker. Mademoiselle Kenda précise alors qu'elle n'est pas une Codebreaker, mais une agente d'Eden qui soutient les Codebreakers. Heike ajoute du contexte, expliquant qu'Ogami est le Codebreaker le moins bien classé, connu sous le nom de Code No. 6, c'est pourquoi on lui a attribué un membre du personnel de soutien. Cela révèle la hiérarchie et le système de soutien dans le monde des Codebreakers. Soulignant les devoirs de ceux qui sont impliqués, Sakura ne peut s'empêcher de rire quand elle apprend qu'Ogami a le rang le plus bas parmi les Codebreakers. Elle n'arrive pas à croire que le psychopathe sauvage qui fait des barbecues humains pour s'amuser n'est qu'un rang inférieur. Son amusement est très clair. Heike continue les présentations, donnant plus de détails sur les rangs et les pouvoirs des Codebreakers. Il explique que Yuki est le code 3 et qu'il a la capacité remarquable de contrôler le son, ce qui en fait une compétence à la fois flexible et puissante. Toki est connu comme le code 4, laissant entendre qu'il a lui aussi des talents uniques qui deviendront sûrement importants au fur et à mesure que les choses bleues progresseront. Heike annonce ensuite qu'il est aussi un Codebreaker, outre ses capacités spéciales. Il agit également comme juge pour les autres Codebreakers, montrant qu'il a un rôle important dans les opérations du groupe. Sakura, maintenant curieuse, pose des questions sur les codes 5 et 1, se demandant s'ils sont toujours là. Heike répond qu'elle a déjà rencontré le code 5 et Sakura se souvient soudain de la femme mystérieuse à moto. Elle est sur le point de demander l'identité du code 1 quand Mademoiselle Kenda intervient, suggérant qu'il déménage pour assurer la sécurité d'Ogami. La discussion sur les Codebreakers disparus est mise en suspens alors qu'il se concentre sur la sécurité d'Ogami. Inquiète pour son bien-être, Sakura suggère d'emmener Ogami chez elle pour le protéger. Cependant, Mademoiselle Kenda exprime ses inquiétudes quant au risque d'une telle décision. Elle connaît bien les dangers de leur situation, où les menaces peuvent surgir de manière inattendue de toutes parts. En réponse, Sakura montre sa détermination. Elle rappelle fermement à Mademoiselle Kenda qu'elle connaît bien sa maison. Avec une subtile démonstration de l'influence de son père et de sa sécurité renforcée, la confiance de Sakura leur donne l'assurance dont ils ont besoin pour aller de l'avant avec leur plan. Ensemble, ils décident d'emmener Ogami chez Sakura, où il pourra recevoir les soins et la protection dont il a besoin pour se rétablir. Après avoir atteint la maison de Sakura, Mademoiselle Kenda partage un secret intrigant avec le groupe. Elle révèle qu'elle est la fille du chef du groupe Kizukura Gyumi, une puissante organisation yakuza au Japon. Les parents de Sakura posent ensuite des questions sur Ogami et les autres, sans révéler l'identité des Codebreakers. Mademoiselle Kenda explique qu'Ogami s'est battue pour la protéger, elle et les autres élèves de l'école. Ce jour-là, les parents de Sakura offrent à Ogami et à ses amis un séjour dans la chambre d'amis. Plus tard dans la soirée, Heike parle avec Toki, qui est un peu abattu. Heike fournit des informations importantes, expliquant que le groupe qui les a attaqués plus tôt s'est divisé en deux factions, l'une ciblant Ogami et l'autre s'en prenant à Mademoiselle Kenda. Heike soupçonne que Hitomi a peut-être planifié cette séparation, suggérant que son but ultime serait de vaincre Ogami.
Après cela, Code 5 envoyé par Eden arrive chez Sakura pour les aider à faire face à l'attaque prévue d'Hitomi. À la tombée de la nuit, Hitomi commence son assaut. Lorsqu'on l'interroge sur ses motivations, Hitomi précise que son combat n'est pas contre les Codebreakers, mais contre Eden, révélant une vérité importante sur ses véritables objectifs. Pendant que les Codebreakers sont occupés à combattre Hitomi, il envoie secrètement Code 1 kidnapper le premier ministre, puis s'éclipse une fois le travail terminé, trompant tout le monde avec succès. Les intentions d'Hitomi commencent à se révéler encore plus tordues après cet acte. Notre groupe de Codebreakers Losers est submergé par la culpabilité et la frustration. Se reprochant d'être tombé dans le piège tendu par Hitomi, Heike admet qu'Hitomi a exécuté son plan à la perfection, les laissant trompés et désemparés. Toki, cependant, prend une position inattendue, suggérant qu'il ne devrait même pas essayer de sauver le premier ministre. Cela alarme Code 5 qui s'oppose fermement à l'idée de Toki, rappelant à tout le monde que le premier ministre est aussi son père. Malgré cela, Toki reste ferme dans sa décision et refuse de participer à un quelconque plan de sauvetage, laissant le groupe en désaccord. L'unité du groupe commence à s'effriter et un sentiment de désespoir grandit en eux car ils ne parviennent pas à s'entendre. Pendant ce temps, l'utilisation excessive de ses pouvoirs par Yuki a conduit à un résultat inattendu. Il s'est transformé en chat, un effet secondaire de l'utilisation excessive de ses capacités. Après la confrontation avec Hitomi, qui a blessé plusieurs membres de la sécurité de Sakura, le père de Sakura remercie le groupe pour ses efforts courageux pour protéger le clan de l'attaque d'Hitomi. Heike prend ensuite un moment pour expliquer qui est Hitomi et son rôle important parmi les Codebreakers. Il révèle que Hitomi est le Codebreaker 1 et que son patron était le premier ministre lui-même. Cependant, il y a 3 ans, Hitomi a mystérieusement disparu, suscitant de nombreuses rumeurs. Certains pensaient qu'il était mort, tandis que d'autres supposaient qu'il était parti en voyage. À la surprise générale, Hitomi est récemment revenu, semant le chaos partout où il passe. Heike ajoute que pendant son temps avec les Codebreakers, Hitomi était le plus fort d'entre eux. La raison de son enlèvement du premier ministre découle d'un profond désir de vengeance, qui l'a poussé à de telles extrémités. Code 5 mentionne que les objectifs d'Hitomi vont au-delà du simple fait de tuer le premier ministre, suggérant qu'il pourrait avoir un plan secret. La découverte du changement d'Hitomi, d'ancien leader à ennemi puissant, laisse le groupe confus et bouleversé. Ils ont du mal à comprendre ce qui a pu arriver pour que Hitomi se retourne contre eux et cherche à se venger du premier ministre. Pendant ce temps, les parents de Sakura ont une conversation à cœur ouvert sur l'avenir de Sakura et les inconnues qui l'attendent. À leur insu, Ogami écoute, désireux d'en savoir plus sur leurs inquiétudes et leurs rêves pour Sakura. Après qu'ils ont fini de parler et quitté la pièce, Ogami en profite pour feuilleter un vieil album photo de Sakura. En le parcourant, il trouve des photos de Sakura bébé. Il réalise soudain que Sakura est adoptée. Voulant en être sûr, il interroge doucement Sakura sur son adoption, et elle le confirme ouvertement. Cette nouvelle information approfondit la compréhension qu'a Ogami du passé de Sakura, et notre garçon Berna commence enfin à avoir un petit faible pour elle. Le père de Sakura prend plus tard Ogami à part pour lui raconter comment ils ont trouvé Sakura, nouveau-née couverte de sang, abandonnée à leur porte. Cet événement étrange et troublant a profondément influencé la vie de Sakura, engendrant sa forte peur de la mort et son besoin de protéger les vivants. Le père de Sakura exprime sa profonde inquiétude et son affection pour elle. Il admet qu'il savait que cette vérité finirait par éclater, et qu'en tant que parents, ils sont dévoués à la soutenir. Il demande à Ogami de l'aider à protéger Sakura, soulignant à quel point ils l'aiment et lui sont dévoués. La scène se déplace vers Sakura, qui se sent anéanti en voyant la souffrance des membres du clan de la sécurité recevant des soins médicaux. Ogami, solide comme toujours, la réconforte, lui disant de ne pas se concentrer sur le négatif. Il assume la responsabilité de ce qui s'est passé et dit que si quelqu'un doit être blâmé, ce devrait être lui. C'est littéralement la première fois que ce robot montre des sentiments. Ogami encourage Sakura à rester forte malgré les événements récents, lui rappelant que perdre espoir décevrait ceux qui croient en elle. Les membres du clan soutiennent pleinement le point de vue d'Ogami, jurant de la soutenir et de la protéger si Hitomi revient. Après cela, les Codebreakers réfléchissent à la façon dont Hitomi est passé d'ami à ennemi. Ils ont du mal à comprendre ces raisons. Pour résoudre le problème,
Ils décident de se séparer et de rechercher soit le premier ministre, soit Hitomi, dans l'espoir de découvrir la vérité. Au même moment, Mademoiselle Kanda confronte les membres exécutifs dans le laboratoire de langue de l'école. Elle est contrariée et confuse de ne pas avoir été informée que Sakura est une espèce rare. Les dirigeants expliquent qu'ils ne lui faisaient pas confiance à cause de son lien passé avec Hitomi. Cependant, Mademoiselle Kanda nie catégoriquement toute loyauté envers Hitomi et exprime sa frustration, déterminée à prouver son engagement envers les Codebreakers et leur mission. Pendant ce temps, Code 5, également connu sous le nom d'Oji, parle avec Heike. Au cours de leur conversation, Oji commence à douter de Heike, pensant qu'il a peut-être aidé Hitomi dans ses plans. Il s'avère qu'elle a raison à son sujet, et Heike est en fait un traître sanglant qui se range du côté d'Hitomi. Sentant qu'Oji est sur le point de révéler ses intentions concernant Hitomi, Heike devient prudent. Soudain, Heike surprend Oji en l'attaquant, la prenant complètement au dépourvu. Ce que Heike ignore, c'est que Yuki, qui s'est transformé en chat, observe tout en silence. Après l'attaque, Heike s'approche de Sakura et lui dit qu'Ogami a demandé à la voir. Elle le suit, mais quelques instants plus tard, elle réalise que Heike l'a amené à Hitomi, et Heike révèle alors qu'il n'est pas un allié. Cependant, Heike est sincère dans ses tensions, et le but de cette rencontre avec Hitomi reste flou, laissant Sakura dans un état d'impuissance et de confusion. Ailleurs, Ogami est toujours dans la rue, cherchant inlassablement des indices sur Hitomi lorsqu'il reçoit un appel de Mademoiselle Kanda. Elle lui parle d'une explosion qui s'est produite à un certain endroit et soupçonne Hitomi d'être impliqué. L'explosion a fait 24 blessés et l'incident fait la une des journaux. Pendant ce temps, dans l'endroit secret où Sakura et le premier ministre sont retenus, Hitomi parle à Sakura. Il la rassure en lui disant qu'il n'a pas l'intention de lui faire du mal et explique qu'il l'a kidnappée juste pour la tenir à l'écart. Hitomi révèle également qu'Ogami a été transféré dans son école sur ordre des hautes autorités pour la surveiller. Il présente cela comme un moyen de protéger les briseurs de code et de servir un but plus grand. La scène se déplace sur Mademoiselle Kanda conduisant sa voiture et réfléchissant profondément aux actions d'Hitomi et à la gentillesse dont elle avait été témoin de sa part dans le passé. Elle a du mal à comprendre comment quelqu'un d'aussi gentil a pu faire ce qu'il a fait, et elle est convaincue qu'il doit y avoir une raison sérieuse derrière son comportement. Pendant qu'elle conduit, elle reçoit un message anonyme sur son téléphone concernant l'emplacement d'Hitomi, ce qui ajoute à l'urgence de la situation. Pendant ce temps, Reiki confronte Hitomi à propos de l'explosion, lui demandant si cela faisait partie d'un plan plus vaste. Hitomi explique que ce n'est pas parce qu'il a Sakura qu'il lui fait entièrement confiance. Il interroge ensuite Heike sur la façon dont il l'a trouvée si rapidement, impliquant que Heike l'a peut-être surveillée dès le début. Pour montrer sa sincérité, Heike révèle qu'il s'est déjà occupé d'Oji. Pendant ce temps, les parents de Sakura, inquiets de ne pas la voir rentrer, contactent Ogami. Pour les rassurer, il leur assure qu'il sait où est Sakura et qu'il a un plan pour la ramener saine et sauve. Mais l'urgence de ses actions est claire lorsqu'il se dirige rapidement vers l'endroit où il pense que Sakura se trouve. Alors qu'Ogami se précipite vers le lieu, il reçoit des nouvelles inquiétantes de Yuki et Toki concernant la trahison ignoble de Heike. Déterminés à affronter cette nouvelle menace, Mademoiselle Kanda et Ogami traquent Heike jusqu'à l'endroit où se trouve Hitomi. Quand ils arrivent, ils trouvent Heike et la situation dégénère rapidement en une bataille féroce. Heike fait preuve d'une force incroyable, dominant facilement Toki et Ogami. Au milieu de la lutte intense, Ogami trouve un moyen de monter à l'étage où se trouvent Hitomi, Mademoiselle Kanda et Sakura. Mais ce qui attendait Ogami était un revirement choquant. Hitomi avait réussi à monter Mademoiselle Kanda contre lui, et elle avait reçu l'ordre de se tirer dessus avec la seule balle restante. Dans un moment de tension et d'émotion, Hitomi dit à Ogami que s'il prend une des balles de Mademoiselle Kanda et meurt, cela épargnerait à Mademoiselle Kanda un sort terrible. Mademoiselle Kanda, sous le contrôle de Hitomi, commence à tirer sur Ogami alors qu'il s'approche, prévoyant de mettre fin à sa vie avant que les balles ne soient épuisées. Alors que la tension monte, Sakura, qui est ligotée, ne supporte pas de voir Ogami tuer Mademoiselle Kanda. Dans un geste courageux et désintéressé, elle pousse Mademoiselle Kanda hors du chemin, la sauvant du tir fatal. Alors que la situation atteint un point de rupture, tout le monde confronte Hitomi, se demandant pourquoi il agit si différemment. Hitomi montre les horloges arrêtées sur le mur,
expliquant qu'à chaque fois qu'un décodeur meurt, les horloges cessent de fonctionner. Il révèle ensuite que ces attentats visent à créer le chaos et l'agitation, forçant les gens à chercher un responsable à la dévastation. Il espère que les gens commenceront à voir les Codebreakers comme leurs sauveurs, les transformant en héros qu'ils étaient censés être au lieu de les laisser sombrer dans l'oubli. Hitomi explique que son plan est de faire des Codebreakers des champions de la justice, leur permettant de combattre le mal ouvertement et de devenir des symboles d'espoir pour le peuple. Cependant, Ogami n'est pas convaincu, considérant le plan comme imparfait et moralement répréhensible. Leur désaccord mène à une bataille acharnée alors qu'ils luttent avec leurs visions différentes de l'avenir. La situation prend une tournure inattendue lorsque Code Zero Yukihina se range du côté d'Hitomi et rejoint le conflit. Yukihina révèle alors une vérité grave, les informant qu'il y a une bombe dans le bâtiment et que lui et le Premier ministre sont déjà partis. Déterminé à les empêcher de nuire au Premier ministre, Sakura décide instinctivement de suivre Hitomi et Yukihina. La scène bascule alors dans un flashback à 16 ans. Hitomi est choisi par le Conseil suprême d'Eden pour devenir le Codebreaker 6. Grâce à ses pouvoirs incroyables, il accepte de nombreuses missions, sauvant des vies et terrassant de nombreux ennemis. Ses actes impressionnants lui valent le respect du Conseil suprême d'Eden, et il gravit rapidement les échelons. À 20 ans, Hitomi subit une perte déchirante lorsque Haruya, un autre Codebreaker connu sous le nom de Code 5, meurt. Cette tragédie le remplit de colère et d'un fort désir de changement, ce qui conduit à sa promotion au rang de Code 5, augmentant ainsi son pouvoir et son influence. Alors qu'il continue de gravir les échelons, Hitomi devient Code 3 à l'âge de 26 ans. Pendant cette période, il se lance dans une mission qui changera sa vie à jamais. Dans un revirement choquant et tragique, il assiste à la mort de Code 1 et de plusieurs autres décodeurs juste devant lui. Cependant, quand Hitomi retourne au Conseil d'Eden, il est confronté à une dure réalité. Au lieu de montrer le moindre regret ou reconnaissance pour les décodeurs tombés au combat, le Conseil reste froid et indifférent. Leur principale préoccupation est d'atteindre leurs objectifs et de remplacer rapidement les décodeurs perdus, faisant passer leur mission avant tout. Hitomi révèle alors que Code 5 avait la rare capacité de contrôler l'eau, ce qui faisait d'elle une alliée puissante. Cependant, à leur grand choc, ils apprennent qu'elle est tragiquement morte à cause de l'eau. Hitomi cherche à savoir si l'agence a des informations sur sa mort, car Hitomi croit fermement qu'elle n'a pas été tuée par des ennemis extérieurs. Après la mort de Code 1, Hitomi réalise qu'il est maintenant devenu Code 1 et reçoit le titre d'As. À partir de ce moment, Hitomi se fait une promesse solennelle. En tant qu'Ace, il est résolu dans sa mission d'empêcher d'autres Codebreakers de mourir sous sa responsabilité. Il estime qu'il est de son devoir de protéger et de prendre soin de ses camarades Codebreakers, s'engageant pleinement à les protéger du danger. Dans son rôle d'Ace, Hitomi se présente comme un leader fort et fiable parmi les Codebreakers, assumant la tâche importante d'assurer leur sécurité. Il sert de guide au sein du groupe, soulignant toujours l'importance de protéger leurs camarades et d'éviter d'autres pertes déchirantes. Lors de ses discussions avec Ogami, alors qu'il dirige les Codebreakers, Hitomi partage les convictions profondes qui l'ont inspiré à rejoindre leur rang. Il explique que ses instincts naturels le poussent à défendre les vulnérables et à faire respecter les lois de la nation, qui sont souvent négligées. Hitomi dit à Ogami qu'il continuera à se battre pour les faibles et les démunis jusqu'à son dernier souffle. Il est profondément convaincu que les capacités spéciales qu'il possède leur ont été données pour aider et protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Il rassure Ogami, lui disant que même s'il meurt, Ogami ne devrait pas s'inquiéter pour lui car il vivra toujours dans son cœur. En réponse, Ogami avertit Hitomi que l'homme qui a presque détruit tous les Codebreakers une fois auparavant reviendra. Il exhorte Hitomi à rassembler les Codebreakers afin qu'ils puissent tous affronter cette menace ensemble et éliminer cet homme. Après une bataille acharnée, Hitomi parvient à contrôler les pouvoirs de l'homme, le forçant à retourner sa propre capacité contre lui-même, ce qui entraîne la mort de l'homme. Alors que Hitomi regarde les Codebreakers rassemblés, il ressent un profond sentiment de détermination. Il se dit qu'il a probablement trouvé l'équipe qui ne laisserait plus aucun Codebreaker mourir en vain. Avec le temps, Hitomi continue de plonger plus profondément dans les mystères entourant les Codebreakers et la fin tragique que beaucoup d'entre eux connaissent. En creusant ses secrets, il découvre une vérité troublante.
Plus un décodeur utilise sa capacité unique, plus il risque de perdre son identité. Avec le temps, cette perte s'accumule jusqu'à entraîner sa mort, un destin tragique appelé la fin du code. Quand Hitomi découvre cette sombre réalité, il est rempli de colère, se demandant pourquoi le Conseil d'Éden leur cacherait des informations aussi cruciales. Sa détermination à protéger la vie des décodeurs, en particulier les plus jeunes et les plus vulnérables, devient encore plus forte. Poussé par cette nouvelle détermination, Hitomi décide d'affronter le Premier ministre en personne, exigeant des réponses et justice non seulement pour les enfants, mais aussi pour tous les décodeurs. La scène revient ensuite au présent où Hitomi emmène le Premier ministre sur un point culminant, dominant la ville. Et depuis cette position dominante, il s'adresse à toute la nation par le biais d'une diffusion en direct. Hitomi révèle qu'il a placé de nombreuses bombes à travers le pays, mettant en grave danger la vie d'environ 50 000 citoyens, y compris celle du Premier ministre. Il avertit qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à cette situation désespérée. Jetant une ombre de peur sur la nation, la mission a atteint un point critique, et Hitomi a fixé un délai serré d'1 heure pour sa réussite. Cependant, avec seulement 46 minutes restantes, les premières bombes placées par Hitomi explosent, causant de nombreuses victimes parmi les citoyens japonais. La gravité de la situation devient encore plus claire. Yuki, Toki et Ogami, les décodeurs restants, s'unissent pour s'attaquer à la tâche redoutable de trouver et de désamorcer les bombes restantes dispersées à travers le Japon. Yuki utilise sa capacité spéciale à manipuler le son, les aidant à identifier les emplacements possibles des bombes. Il devient rapidement évident que Hitomi a caché un nombre impressionnant de bombes à travers le pays, ce qui représente un défi de taille pour les décodeurs. Alors qu'environ 1500 bombes restent introuvables et que le temps presse, la situation devient de plus en plus désespérée. Pendant ce temps, le père de Sakura, inquiet de retrouver sa fille, a fait appel à plusieurs techniciens pour la localiser. Leurs efforts les mènent à une haute tour où Sakura est retenue captive. Cependant, ils réalisent vite qu'il y a aussi une bombe à l'endroit où se trouve Sakura, ce qui rend toute tentative de sauvetage extrêmement dangereuse et ajoute une difficulté supplémentaire pour l'atteindre en toute sécurité. Lorsque Yuki est témoin des conséquences déchirantes des explosions de bombes, il est déterminé à agir immédiatement. Il ordonne à Toki et à Mademoiselle Kanda de se rendre ensemble aux Tours Célestes, où ils pourront offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin. Pendant ce temps, Yuki prend sur lui de s'occuper des bombes disséminées dans tout le pays, animé par une forte détermination à empêcher que d'autres vies innocentes ne soient purement perdues. Alors qu'elles arrivent à la Tour Céleste, Hitomi et Heike sont toutes deux choquées de découvrir qu'Ogami s'est déjà introduit dans le bâtiment. Yuki exprime son intention d'arrêter Ogami, mais Hitomi est ferme dans sa décision d'affronter Ogami seul, désireux de tester l'étendue de son pouvoir. Quand Hitomi rencontre Ogami, ce dernier adopte une approche diplomatique, proposant que si Hitomi fournit des informations sur la façon de désactiver les bombes, ils peuvent éviter un affrontement direct. Cependant, Hitomi refuse, déterminé à voir ce dont Ogami est vraiment capable. La bataille qui s'ensuit voit Hitomi prendre l'avantage au début. Pendant ce temps, Sakura, qui est ligotée là où Hitomi l'avait gardé, observe attentivement la bataille intense entre les deux briseurs de code. Réalisant la gravité de la situation, elle appelle son chien fidèle et lui demande de la libérer de ses liens. Pendant ce temps, Ogami, épuisé par la longue et intense bataille, atteint un point d'épuisement. Dans cet état de faiblesse, il supplie Hitomi d'expliquer la raison de ses actions. Cherchant désespérément une réponse au chaos et à la destruction qu'il a causé, Hitomi, lui aussi vulnérable, commence à se confier sur le passé qui l'a mené à ce point. Il explique qu'il avait autrefois approché le Premier ministre avec une simple requête permettre aux déchiffreurs d'être reconnus et acceptés par le monde. Mais la réaction du Premier ministre n'a pas été celle que Hitomi espérait. Au lieu d'accéder à son souhait, le Premier ministre a ordonné à ses agents de tuer Hitomi. Face à cette trahison, Hitomi s'est retrouvé dans une situation mortelle et a dû se battre pour survivre. Hitomi a été choqué quand Eden a décidé de soutenir le choix du Premier ministre. Par conséquent, ils l'ont expulsé des déchiffreurs. Il souligne que son objectif principal était simplement de révéler l'existence des déchiffreurs au monde. Cependant, le refus d'Eden d'adhérer à cette idée l'a désormais étiqueté comme un criminel à leurs yeux. Alors que Hitomi réfléchit profondément à ses actions et à ses motivations,
Il comprend que changer l'organisation Eden de l'intérieur nécessitera des pressions de force extérieures. Sa détermination est motivée non seulement par un désir d'aider les briseurs de code, mais aussi par une profonde inquiétude pour les enfants dotés de capacités spéciales. Ces enfants, autrefois isolés et séparés par le gouvernement, sont finalement intégrés au rang des briseurs de code. Hitomi craint que si ces enfants restent sous le contrôle du gouvernement, ils ne soient transformés en machines sans émotion, dépourvus de sentiments. Hitomi est animé d'un profond sens du devoir. Il est déterminé à faire en sorte qu'il ne soit pas transformé en outil sans émotion pour l'État. Quand Hitomi explique ses raisons, Sakura est en désaccord, trouvant ses méthodes problématiques, mais Hitomi insiste sur le fait que son approche est la seule façon possible d'apporter des changements au sein de l'organisation Eden et d'atteindre ses objectifs. Pendant ce temps, alors que Toki et Mademoiselle Kenda arrivent à la Sky Tower pour aider à gérer la situation, ils rencontrent la résistance de Heike, qui est déterminée à les empêcher d'intervenir. Dans un retournement de situation surprenant, Oji revient sur les lieux. Il semblerait que Heike ait échoué à la tuer. Et maintenant, elle est prête à se joindre à l'action. À son retour, elle affronte immédiatement Yukihana. Ailleurs, Toki finit par trouver le premier ministre, qui est ligoté et supplie désespérément Toki de le sauver avant que la bombe n'explose. Mais Toki hésite, se demandant si le premier ministre l'abandonnerait vraiment si les rôles étaient inversés. Pendant ce temps, une bataille féroce fait rage entre Yukihana et Oji. Oji accuse Yukihana d'être la raison pour laquelle Hitomi s'est retourné contre eux, ayant du mal à croire comment Hitomi, autrefois si gentille, a pu changer aussi radicalement. Yukihana partage le point de vue de Hitomi, affirmant que les ordres du Premier ministre et d'Eden leur ont donné l'avantage, leur permettant de s'en prendre à ceux qui commettent des actes répréhensibles contre leur volonté. Il soutient qu'il y a des gens encore plus dangereux qui travaillent pour Eden que le Premier ministre, et que leur mission est de lutter contre cette influence corrompue. La scène passe à la confrontation de Hitomi avec Ogami. Hitomi affirme qu'Eden a utilisé les Codebreakers pour mener des assassinats, gardant ses propres mains propres, suggérant que leurs motivations sont les mêmes. Il tend la main à Ogami, l'invitant à se joindre à eux pour créer un nouveau monde et à se battre à ses côtés, comme il le faisait auparavant. Mais Ogami reste ferme, refusant de le rejoindre. Il admet qu'il est d'accord avec les critiques de Hitomi concernant les actions d'Eden, mais qu'il ne peut pas soutenir les méthodes violentes et mortelles de Hitomi. Ogami ne voit aucune différence entre Hitomi et les organisations qu'il condamne, et ce désaccord moral les éloigne encore plus. Hitomi, déterminé à mettre fin au combat, s'apprête à porter un coup fatal à Ogami grâce à son pouvoir de foudre. Au dernier moment, Sakura s'interpose courageusement devant Ogami, suppliant Hitomi de ne pas le tuer. Pendant ce temps, le groupe de techniciens Kizakuragumi, dirigé par le père de Sakura, trouve l'une des bombes. Lorsqu'ils arrivent, ils font face à deux jeunes gens déterminés à protéger la bombe. Ces défenseurs, suivant les ordres d'Hitomi, utilisent leurs capacités spéciales pour garder les bombes, affirmant qu'ils le font pour le bien des enfants spéciaux. Dans cette confrontation tendue, Sakura se tient courageusement devant Ogami, ferme dans sa volonté de le protéger de l'attaque mortelle d'Hitomi. Hitomi, cependant, montre sa détermination impitoyable, sans hésitation à leur faire du mal à tous les deux. Il déchaîne son pouvoir de foudre mortelle sur Sakura, mais à la surprise générale, cela ne la tue pas. Frustré par son échec, Hitomi déclare froidement qu'il va recourir à une autre approche, l'étrangler à mort. Hitomi rappelle à Aogai qu'il n'a pas l'intention de blesser Sakura tant que le Premier ministre et 50 000 citoyens ne sont pas morts, car il croit que leurs morts sont essentielles au succès de son plan. La tension est insoutenable alors que le compte à rebours touche à sa fin. À la surprise générale, aucune bombe n'explose immédiatement. C'est Yuki qui est arrivé à temps à l'emplacement de ces bombes et les a désamorcées avec succès. Et Yuki a été informé de l'emplacement par nul autre que Heike. On révèle alors que Heike, qui était autrefois aux côtés de Hitomi, s'est maintenant retourné contre lui et est à nouveau du côté des décodeurs. Ce type change de camp plus que la plupart des politiciens. Mais Hitomi révèle qu'il a une dernière carte à jouer. Il explique que même si les bombes ont peut-être été programmées pour exploser, il est resté à la Sky Tower pour tirer l'électricité directement du ciel, garantissant que les bombes exploseront comme prévu. Pendant ce temps, après que Toki l'ait libéré, le Premier ministre connaît un rare moment de réflexion et de faiblesse.
Il avoue à Toki qu'il n'est peut-être rien de plus qu'un pion contrôlé, suggérant que la peur a motivé ses actions, alors que Hitomi continue de tenter de tirer de l'énergie du ciel. Yuki, Oji et Heike luttent pour l'arrêter, mais leurs efforts échouent. La situation empire quand Hitomi, aveuglé par son obsession, attrape Sakura par le cou d'une main, essayant de l'étrangler. La tension dans la pièce est intense, et on a l'impression que l'espoir s'éloigne. Au milieu de cette bataille de vie ou de mort, Ogami se transforme en Super Saiyan, libérant un brasier massif, bien plus grand que tout ce que les Codebreakers ont jamais vu. Les flammes rugissent et dansent, révélant un nouveau pouvoir qui vient de s'éveiller en notre Burna Boy. Se remémorant le passé, Hitomi se souvient de l'époque où il entraînait Ogami aux techniques de combat en tant que nouveau membre des Codebreakers. À l'époque, il insistait sur la nécessité de rester vigilant jusqu'à ce que leurs ennemis soient complètement vaincus. À cette époque, ils étaient des amis proches. Dans le présent, après avoir vu le brasier enflammé qu'Ogami a déclenché, Hitomi est choqué qu'Ogami n'ait pas succombé à Code End. Cependant, Ogami, animé par sa détermination, défie hardiment Hitomi, déclarant son ferme intention de le vaincre, alors qu'Hitomi envoie son éclair vers Ogami. Ogami absorbe étonnamment tous les pouvoirs d'Hitomi. La bataille s'intensifie alors que les deux Codebreakers s'affrontent, laissant l'issue incertaine. Au milieu du combat acharné, tout le monde est stupéfait de voir Ogami absorber à nouveau la foudre d'Hitomi, finissant par le maîtriser. Hitomi tombe au sol, sans défense, alors que sa propre foudre commence à le frapper. Les Codebreakers réalisent rapidement qu'il atteint le redouté Code End, un état qui signale la fin de la vie d'un Codebreaker. Dans ces derniers instants, Hitomi révèle ses véritables intentions. Il voulait empêcher Eden d'exploiter les personnes dotées de capacités spéciales et s'assurer qu'elles puissent vivre une vie normale comme n'importe quel autre citoyen. Son but était de leur donner une vie épanouissante et de protéger les autres Codebreakers d'être blâmés pour ses actions. En tant que Code 1, il considérait qu'il était de son devoir et de son privilège de faire ce sacrifice. Alors qu'il est allongé là, la vie s'échappe lentement. Hitomi leur demande sincèrement pardon pour ce qu'il a fait, avec un profond regret dans les yeux. Il les appelle chacun par leur nom, partageant des pensées sincères sur les qualités qu'il admire chez eux. Il reconnaît la force de caractère de chaque Codebreaker, qu'il a appris à respecter et à apprécier. Même si Hitomi s'excuse sincèrement et parle avec son cœur, Ogami a du mal à maîtriser ses émotions. Il demande à voix haute pourquoi Hitomi les a laissés le vaincre si facilement, ayant du mal à comprendre comment le mentor et l'ami qu'il a connu est devenu l'ennemi qu'il vient de combattre. Les larmes lui montent aux yeux alors que le poids de la situation l'accable. À travers ses larmes, Ogami continue d'exprimer sa confusion et sa frustration, cherchant des réponses pour expliquer le changement soudain chez Hitomi. Il se demande comment ils ont pu passer d'amis proches et d'alliés à des adversaires opposés dans un conflit dévastateur. Alors que la vie d'Hitomi s'éteint, il parle avec une urgence grave, leur rappelant que leur unité, démontrée pendant leur bataille d'aujourd'hui, est cruciale pour leur survie. Il souligne que travailler ensemble, comme ils l'ont fait, est la seule façon de protéger chaque membre de leur équipe Codebreaker. Au milieu du message sincère d'Hitomi, le premier ministre entre brusquement en scène, provoquant un changement d'ambiance désagréable. Il annonce avec assurance qu'il ne permettra pas aux personnes dotées de capacités spéciales de se battre en public. Avec une ferme résolution, il insiste sur le fait que, finalement, les gens oublieront les attentats, minimisant la gravité de la situation. Mais Sakura ne peut pas rester les bras croisés et laisser passer ça. Elle confronte le premier ministre, contestant son refus d'écouter les paroles d'Hitomi. Elle l'exhorte à réfléchir à ce qu'Hitomi essayait d'exprimer. La réponse du premier ministre révèle son dégoût pour les Codebreakers et son regret d'une décision qu'il a prise autrefois. Il regrette que s'il avait su que Hitomi deviendrait un terroriste, il ne l'aurait jamais recruté. Dans un dernier acte de défi, Hitomi rassemble ses dernières forces. Se relevant, il se prépare à frapper le premier ministre avec un éclair. Avant qu'il ne puisse agir, les autres Codebreakers interviennent. Ils saisissent enfin le vrai sens du message d'Hitomi. Avec cette nouvelle compréhension et détermination, ils l'exhortent à se reposer, lui assurant qu'ils prendront en charge la situation et réaliseront le changement qu'il avait envisagé. Les derniers mots d'Hitomi reflètent son acceptation de la croissance et de la transformation que les Codebreakers ont subies. Ils réalisent qu'ils devaient évoluer par eux-mêmes, même s'ils ne l'avaient pas vu au début.
En s'éteignant, il laisse derrière lui un héritage qui guidera à jamais les Codebreakers dans leur quête de rédemption et de justice. Qui coupe des oignons? Dans la scène suivante, Eike et le Premier ministre ont une conversation franche dans la voiture de ce dernier. Le Premier ministre révèle qu'il avait précédemment comploté pour dresser Ogami contre Hitomi afin de tester le véritable potentiel d'Ogami. Pendant ce temps, Sakura se rend à l'école le matin, s'attendant à voir Ogami à leur endroit habituel, mais il est visiblement absent. Soudain, Yuki apparaît sous sa forme de chat et dit à Sakura qu'Ogami est parti. Il promet de l'aider si elle a besoin de quoi que ce soit, puis s'en va. Et là, Oji apparaît soudainement et propose à Sakura de l'emmener à l'école. En chemin, Oji lui explique que tous les Codebreakers ont des missions différentes. Elle dit aussi à Sakura qu'Ogami est déjà en route pour sa prochaine mission incendiaire en tant que Codebreaker. Sakura remercie alors Oji pour la course et ils se séparent. Oji et Toki partent aussi. Sakura est donc seule. Elle pense au fait qu'Ogami est parti et sait qu'elle ne le reverra peut-être pas avant un moment. Mais elle se souvient de toutes les choses incroyables que lui et les autres Codebreakers ont faites pour le monde. Elle comprend qu'ils ont fait beaucoup sans rien dire et qu'ils lui ont sauvé la vie. Elle se dit qu'ils seront toujours dans son cœur et dans son esprit. Les briseurs de code font tellement pour le monde. Même si le monde ignore qu'ils sont des héros,